Bienvenue dans Bioréflexion, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs qui nous éclairent sur l'agriculture biologique. Le podcast est réalisé par la chaire agriculture biologique portée par Bordeaux Sciences Agro. Dans cet épisode, nous accueillons Joséphine Demey, enseignante-chercheuse en agronomie qui travaille dans l'unité de recherche ISPA, Interaction sol-plante-atmosphère, à l'INRAE de Bordeaux, et plus spécifiquement dans l'équipe qui s'intéresse aux transitions des systèmes agricoles et forestiers. Bonjour Joséphine. Bonjour Kim. Bienvenue dans Bioréflexion et merci de ta présence aujourd'hui. Les locaux te sont familiers puisque tu enseignes également à Bordeaux Sciences Agro. Mais aujourd'hui, c'est de tes travaux de recherche dont on va parler. Donc dans ta thèse que tu as soutenue en avril 2024, tu t'es intéressée à la massification de l'agriculture biologique à une échelle mondiale et plus spécifiquement à la durabilité de cette massification vis-à-vis de la disponibilité du phosphore. Alors, avant de rentrer dans les résultats de tes travaux, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, peut-être académique ou personnel, et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le sujet de l'agriculture biologique et plus spécifiquement le sujet de ta thèse ? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai pas un parcours très typique. J'ai fait, plus ou moins, j'ai une formation ingénieur énergie. Un master en énergie renouvelable où j'ai découvert l'analyse de cycle de vie. C'est une méthode d'évaluation environnementale. Et à partir de là, on a appliqué pas mal les méthodes d'analyse de cycle de vie en master au système de production d'énergie. Et j'ai découvert l'agronomie, un domaine auquel j'avais jamais pensé avant. Je me rendais pas compte, j'avais jamais pensé que ce que je mangeais tous les jours, 3 fois par jour, ça correspondait derrière en fait du travail pour le produire, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture et ça m'a passionnée. Et donc, j'ai décidé, après mon master, j'ai fait 1 an où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche à Stockholm sur l'analyse de cycle de vie, appliquée au système de production de biochar. Et après, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'agronomie puisque c'est à l'interface de plein d'enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques avec l'essor des productions de bioénergie, les enjeux alimentaires. Et donc, pour me former, au lieu de reprendre une formation master, je me suis dit que j'allais faire une thèse pour apprendre ce que c'était l'agronomie. Et donc, moi, j'avais comme plus une formation en modélisation. Donc, j'ai cherché une thèse qui portait sur la transition des systèmes alimentaires avec des approches de modélisation. Ok, donc du coup, tu t'es retrouvée dans ce sujet de l'agriculture biologique par ce biais de la modélisation, finalement, et ce n'était pas l'attrait principal au départ. Non, pas forcément. Après, j'étais pas mal sensibilisée aux questions climatiques, donc j'avais quand même envie de découvrir le monde agricole avec le prisme de la transition. Donc du coup, l'agriculture biologique, ça s'y prêtait bien. Ok. Et donc du coup, dans ton équipe de recherche dans laquelle tu travailles actuellement, vous êtes plusieurs à travailler sur ce sujet de la massification de l'agriculture biologique ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'est plus tant que ça parce qu'il y en a pas mal qui sont partis, donc on est plus que 3, on va dire, à travailler sur ce sujet. Mais il y a eu tout un historique à partir de... Donc c'est Pietro Barbieri qui avait commencé cette thèse là-dessus, donc une thèse où un peu comme ce que on va discuter après, il a testé un scénario de massification de l'agriculture biologique à l'échelle mondiale avec un focus sur la question de l'azote. Donc il a fait ça. Après, il y a eu Ulysse Godaré qui a travaillé sur les questions d'expansion de la bio en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je suis arrivée pour travailler plus sur le phosphore. Et ensuite, il y a eu aussi Noélie Borghino qui a travaillé sur les questions d'agriculture bio et puis élevage en Europe. Donc voilà, on a été plusieurs doctorants et doctorantes comme ça à succéder pour travailler sur cette question. Ok. Et donc, effectivement, Noélie passera également dans ce podcast pour nous parler de son travail. Donc du coup, vous posez donc la question de si on passait 100% des terres agricoles en AB, quel impact ça aurait effectivement sur différents enjeux dont tu as parlé, changement climatique, disponibilité des ressources, impact sur la production agricole. Et donc toi, tu t'es intéressé spécifiquement au phosphore comme facteur potentiellement limitant d'une massification de l'AB. Donc pourquoi le phosphore en particulier ? Alors, pourquoi le phosphore ? En fait, ma thèse, elle s'est inscrite dans le cadre d'un projet qui s'appelle PhosphoBio. C'est un projet qui s'est étendu sur 4 ou 5 ans et qui traitait spécifiquement de la question de la durabilité de l'agriculture biologique vis-à-vis de la ressource en phosphore. Et pourquoi donc ce projet il a émergé ? L'idée, c'était il y avait pas mal d'études qui avaient fait des bilans phosphore sur les fermes en bio et qui avaient vu que dans certains cas, on avait des bilans négatifs, c'est-à-dire que les fermes en bio,
en tout cas les sols des fermes en bio avaient tendance, dans certains cas, à perdre du phosphore au cours du temps. Et donc, il y avait cette question de la durabilité de la ressource en phosphore pour le bio, dans un contexte où en bio, comme pour l'azote, on n'a pas le droit d'utiliser des engrais minéraux phosphatés. Donc, voilà. Ok, donc du coup, l'idée, c'était de passer de cette question à l'échelle de la parcelle à une échelle mondiale. Exactement. Ok. Alors, pour revenir aux bases, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a besoin de phosphore en agriculture et quel est un peu le contexte aujourd'hui, sous quelle forme il est utilisé, d'où il vient, d'où il venait avant, d'où il vient maintenant? Ok. Alors, c'est pas que en agriculture. Tout être vivant a besoin de phosphore. Le phosphore, il intervient dans les molécules d'ADN. Il intervient aussi dans la formation des os, des membranes des cellules. Donc, c'est un élément qui est indispensable à la vie. Et c'est un élément qu'on ne peut pas fabriquer en laboratoire et qu'on ne peut pas non plus remplacer par une autre molécule. Donc, on ne peut pas le synthétiser. Il est non substituable. Et donc, en ce sens, c'est un élément, alors certes, qui est essentiel en petite quantité, mais quand même essentiel. Donc, pour les plantes, au cours de leur croissance, elles vont prélever du phosphore sur tout leur cycle de croissance. Et si elles manquent de phosphore à un moment donné, ça peut impacter la croissance de la plante et donc le rendement au final. Donc, d'où vient le phosphore? Donc, on peut remonter, alors je ne sais pas jusqu'où on remonte dans le passé, mais on va dire qu'il y a eu un grand changement dans les années 50, post-guerre mondiale. Pas que pour le phosphore, dans l'agriculture en général. L'agriculture en Europe, elle s'est industrialisée. On s'est mis à utiliser des intrants de synthèse en grande quantité. Donc là, on a eu une explosion des quantités d'engrais minéraux phosphatés en agriculture, avec un pic d'utilisation de ces engrais en France dans les années 70. Donc ces engrais, ils viennent d'où? Alors ils viennent de mines. Donc en fait, c'est de la roche phosphatée qu'on extrait d'une mine. Et ensuite, il y a un processus de dissolution de cette roche pour avoir du phosphore qui est disponible pour la plante. En France, il y a eu des mines dans le Lot, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui ont fermé. Et aujourd'hui, la France, elle importe, et elle a aussi beaucoup importé, surtout du Maroc et du Sahara occidental, qui ont aujourd'hui, ces pays-là, ils ont 70% des réserves mondiales de phosphore. Et donc on commence à utiliser les engrais minéraux phosphatés en France à partir des années 50. On a un pic d'utilisation dans les années 70. Puis dans les années 70, on se rend compte que on utilise quand même beaucoup. On applique peut-être 3 ou 4 fois plus que ce que les plantes elles ont vraiment besoin. Donc, à ce moment-là, on a de l'accumulation de phosphore dans les sols. Et ça entraîne des problèmes des pollutions. Donc, on va avoir des problèmes d'eutrophisation. Donc, c'est quand les nutriments, l'azote, le phosphore, ils se retrouvent dans les milieux aquatiques. Et il entraîne un boom de production d'algues. Et donc, avec ça asphyxie le milieu, avec tous les problèmes qu'on peut connaître, notamment en Bretagne. Et donc, à partir des années 70, on va énormément réduire notre consommation d'engrais minéraux phosphatés en France. Par rapport aux années 70, aujourd'hui, on utilise 3 ou 4 fois moins. Okay. Alors que la production agricole, elle a continué à augmenter. Donc, on est quand même, aujourd'hui, on est beaucoup plus raisonnable dans l'utilisation qu'on fait des engrais minéraux phosphatés. Et puis, avant qu'il y ait ces engrais-là, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, c'était du simple recyclage d'une parcelle à l'autre. Donc, si par exemple, on avait beaucoup avant les guerres, c'était principalement des systèmes de polyculture élevage. Donc avec des cultures, des animaux. Et donc les animaux, ils allaient pâturer par exemple sur une prairie, le soir ils rentraient au bâtiment, il y avait des déjections animales dans le bâtiment. Ces déjections, elles contenaient du phosphore qui avait été prélevé par l'animal sur la prairie. On le prenait puis on le mettait par exemple sur le blé qu'on voulait fertiliser. Donc ça permettait comme ça des transferts de fertilité d'un endroit à l'autre. Et puis il faut aussi se dire que, alors déjà naturellement les sols ils sont plutôt pourvus en phosphore. Donc on va dire il y a du stock dans lequel on peut aller chercher. Et en plus, avant la révolution agricole en France, on avait des rendements. Par exemple, le rendement du blé, il était 3 fois plus faible qu'aujourd'hui. Donc sur une même surface, on produisait 3 fois moins. Donc en fait, la demande en phosphore des cultures, elle était aussi beaucoup plus faible. Ok, et donc du coup, effectivement, avec ce phosphore qui a été beaucoup apporté dans le passé, on sait qu'aujourd'hui, 50% du phosphore qui est présent dans les sols, ils sont issus de ces engrais minéraux, sachant qu'on en a beaucoup réduit l'apport. Il y en a encore beaucoup dans le sol qui provient de cet apport passé. Ouais. Donc tu nous as parlé de la provenance du phosphore de manière globale en agriculture. C'est quoi la différence d'utilisation de ce phosphore en agriculture biologique versus l'agriculture conventionnelle? Les engrais minéraux phosphatés, donc on va chercher dans les mines et qu'on dissout chimiquement, eux, ils sont interdits. Par contre, ce qui est autorisé dans le cahier des charges du bio, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des roches phosphatées. Donc, on va dans la mine, on cherche la roche, mais on ne la dissout pas. Et on l'applique, on la broie, et on l'applique brute sur le sol. Ça, c'est autorisé. En pratique, en France, les agriculteurs bio, ils utilisent très peu ces roches phosphatées broyées.
Donc en fait, tout le phosphore qui est utilisé sur les sols en bio, c'est surtout du phosphore qui vient du recyclage soit de matières qui sont laissées au sol, Mhm. donc des résidus de culture, soit des effluents d'animaux. Ça peut être... oui, voilà, globalement, c'est ça, c'est l'apport d'effluents d'élevage ou de résidus de culture. Ok, et pourquoi ils décident de ne pas utiliser ce phosphate naturel broyé? Parce qu'en fait, sa disponibilité dans le sol, elle est faible. En fait, pour le phosphore, c'est hyper important d'avoir en tête la différence entre le phosphore total et le phosphore disponible. Ok. Donc, si on prend par exemple une surface agricole de 1 hectare, en moyenne en France, on va dire qu'on a 2 tonnes de phosphore par hectare. Ça, c'est le phosphore total. Ok. Le phosphore disponible, lui, il va être seulement de 200 kilos. Ah oui, d'accord. Et donc, quand on amène des roches phosphatées sur un sol qui n'est pas hyper acide, en fait, on enrichit le phosphore total. Donc, on augmente ce 2 tonnes à 2 tonnes plus la quantité qu'on apporte à l'hectare. Ça ne va pas changer énormément la disponibilité. Donc, en fait, l'efficacité pour la plante, elle n'est pas très élevée. Et c'est ce qui explique pourquoi ce n'est pas très utilisé. Donc, du coup, on comprend qu'en AB, il n'y a pas d'apport extérieur du coup, de phosphore. On est sur le phosphore qui est... Enfin, d'apport qui vient des mines. On est sur du phosphore qui est déjà présent dans le sol ou alors en recyclage avec cette matière fertilisante, matière organique. Donc, du coup, c'est là toute la problématique de ta thèse, c'est qu'on comprend qu'en agriculture biologique, on s'appuie sur une quantité limitée finalement de phosphore. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les questions concrètement auxquelles tu as voulu répondre dans ta thèse? Oui. Alors, juste pour expliquer la différence entre le raisonnement parcellaire et le raisonnement de on massifie la bio, qu'est-ce que ça fait? En fait, aujourd'hui, on se rend compte en France que les exploitations en bio, elles bénéficient beaucoup d'apports de nutriments qui viennent du conventionnel. Donc, en fait, qui viennent indirectement des engrais minéraux. Donc ça se fait par exemple si je suis un exploitant bio qui fait des céréales et que j'ai le droit en bio d'utiliser des effluents conventionnels. Donc les animaux d'où viennent ces effluents, ils ont mangé des grains conventionnels qui ont eux-mêmes été fertilisés avec des engrais minéraux de synthèse, azote ou phosphore. Donc en fait, le phosphore que j'ai dans l'effluent que je récupère à mon voisin conventionnel, c'est du phosphore en fait de synthèse que j'utilise. Et donc du coup, on se dit, ok, aujourd'hui l'agriculture biologique en France, elle dépend pas mal en fait de ces flux qui viennent du conventionnel. Ok. Avec quand même une subtilité sur la provenance de ces effluents qui ne peuvent pas provenir de fermes industrielles. Industrielles, ouais. Donc, qui sont au-delà d'un certain seuil de nombre d'animaux. Okay. Mais il y a quand même pas mal de fermes conventionnelles non industrielles qui peuvent permettre d'approvisionner les bio. Et donc du coup, la question, c'est de se dire, ok, on se dit, alors on développe la bio massivement, donc nous on pousse un peu le raisonnement à l'extrême, on dit on fait 100% bio. Là, c'est plus possible de s'approvisionner du conventionnel parce qu'il n'y a plus de conventionnel. Okay. Et la question, c'est de se dire, en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne en fait Est-ce que le système bio il est durable du point de vue des matières fertilisantes et notamment du point de vue du phosphore? Et donc l'hypothèse qu'on fait assez rapidement, c'est que la réponse est non. Parce que si on n'a plus d'apport extérieur mais qu'on continue à avoir des pertes, donc les 2 facteurs de perte principaux, c'est le fait que tout le phosphore que nous on mange, ça finit dans nos effluents, dans nos déjections, et ces déjections, elles vont une partie dans les boues de stations d'épuration, sauf qu'elles sont interdites en bio aujourd'hui, et l'autre partie c'est rejeté dans les milieux aquatiques. Donc en fait, on a un flux de pertes par là, et on a aussi un flux de pertes par érosion des sols. Okay. Le vent, la pluie, ça arrache des bouts de sol qui emmènent du phosphore vers les milieux aquatiques. Et donc on arrive rapidement, on se dit rapidement, si on passe tout en bio, on n'a pas d'entrée extérieure de phosphore parce qu'il n'y a plus les mines, on ne va plus chercher du phosphore dans les mines, mais on a des pertes. Voilà, donc on va perdre du phosphore. La question, c'était de savoir un peu, au bout de combien de temps on a un problème, et c'est quoi les différences qu'on peut observer entre les différentes régions du monde qui ont des pratiques agricoles différentes, qui ont des historiques de fertilisation différentes, qui ont des types de sols différents. Voilà, c'était un peu ça les questions qu'on se posait. Ok. Et donc, effectivement, ça fait le lien aussi avec la recherche dont tu as parlé de Pietro Barbieri, qui a commencé à travailler sur l'azote, puisqu'aujourd'hui, on sait que 60% des flux d'azote viennent des engrais de synthèse.
Donc, il y a cette question aussi de si on passait à 100% bio, il faudrait remplacer ces 60% d'engrais de synthèse par de la matière organique. Donc, c'est le même, le même questionnement. C'est exactement la même réflexion sur l'azote. Elle a peut-être la seule différence, on va dire, ou la plus grosse différence entre azote et phosphore, c'est que l'azote, il y a des plantes qui sont capables de le fixer, qui prennent de l'azote atmosphérique et qui le rendent disponible pour leur propre prélèvement. C'est les légumineuses. Pour le phosphore, il n'y a pas de forme de phosphore atmosphérique. Ouais, ok. Ou alors sous forme de poussière, bon, voilà. Mais il n'y a pas ce encore mécanisme. Moins d'alternatives. Voilà, il y a encore moins d'alternatives possibles. Ok. Alors, du coup, on va rentrer maintenant plus spécifiquement dans ta thèse, dans la méthodologie que tu as utilisée. Donc, comment tu as fait pour répondre à ces questions que tu as mentionnées juste avant ? Ok, alors comment j'ai fait ? Je me suis pas mal appuyée sur mes collègues qui font du super travail. Important. Donc, comme je disais, Pietro, il avait développé un modèle qui simulait à l'échelle mondiale la massification de l'agriculture biologique et ses impacts sur la production agricole. Donc, mais dans son modèle, il n'y avait que l'azote. Donc moi, j'ai récupéré son modèle, la structure de son modèle, qui est un modèle d'optimisation, et je l'ai couplé avec le modèle qui a été développé par un autre collègue qui s'appelle Bruno Ringeval, qui travaille lui plutôt sur le phosphore, et qui avait développé un modèle de simulation de l'évolution du phosphore dans les sols agricoles sous l'effet de flux entrants et sortants. Okay. Donc flux entrant, en fait, ça veut juste dire on apporte des effluents, on apporte des engrais, on apporte des résidus de culture qui ont du phosphore. Et flux sortant, si on a des prélèvements, parce qu'on exporte des grains, etc. Plus concrètement, donc quand on a discuté notamment auparavant, tu disais que on coupe le monde en parcelles de 10 km sur 10 km. Oui, c'est ça. Donc, quelles sont les données qu'on intègre en fait dans ce modèle ? Donc on travaille à l'échelle monde. Donc mais on veut avoir l'effet des hétérogénéités spatiales. Donc du coup, il nous faut, on dit qu'on travaille une résolution spatialement explicite, donc une résolution fine. Donc on prend le monde, on le coupe en carrés. Un carré, ça fait à l'équateur, ça fait en gros 10 km sur 10 km. Okay. Et en fait, dans la littérature scientifique, il y a énormément de données disponibles à cette résolution. D'accord. Donc on a des données pour chaque carré. J'ai la surface en maïs, la surface en blé, le nombre de cochons, le nombre de vaches. Okay. J'ai les dépôts atmosphériques d'azote, j'ai les dépôts atmosphériques de phosphore. Grâce au travail de Bruno Ringeval, j'ai une estimation de la teneur en phosphore dans le sol. Okay. Phosphore total, phosphore disponible. Et donc moi, je combine toutes ces données qui sont des données d'entrée de mon modèle pour faire tourner mon modèle qui va tourner sur chaque maille du monde de façon indépendante. Okay. Et ensuite, donc, je le fais tourner. Alors ça dure... il tourne pendant 3 jours à l'échelle du monde. Donc je lance le calcul sur un serveur. Okay. J'attends 3 jours. Et ensuite, j'agrège les résultats. Donc quand tu dis tu le fais tourner, si on prend par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que tu changes en fait comme modalité dans ce modèle pour modéliser le fait qu'on passe à 100% en bio ? Ouais. Alors ce que je fais, d'abord, ça c'est ce que Pietro avait fait, on change les rotations. Parce qu'on observe qu'en bio, on a plus de légumineuses qu'en conventionnel. Okay. Donc du coup, on prend les cartes que j'ai dit, là, on sait qu'on a 30 hectares de maïs, 10 hectares de blé. Mais on sait que quand on passe en bio, dans telle région du monde, on a 10% de légumineuses en plus. Donc on va réduire un peu la surface en maïs et à la place, on va mettre un peu de luzerne. Voilà. Donc okay. on change les rotations, donc les assolements. Ensuite, qu'est-ce qu'on change ? Ah oui, nous, ce qu'on veut simuler, c'est la réponse des cultures à la disponibilité en nutriments, azote, phosphore. Mais on sait qu'en bio, il y a aussi l'impact des ravageurs sur le rendement. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les rendements actuels, ça on a la donnée, et on réduit ces rendements pour prendre en compte le fait qu'en bio, on a l'effet des ravageurs des maladies sur le rendement. Donc on dit, aujourd'hui, en conventionnel, j'observe tel rendement. En bio, je ne pourrais pas dépasser ce rendement moins 20% parce que j'ai les maladies ravageurs. Et potentiellement, après, notre modèle, lui, va simuler des baisses de rendement encore plus fortes si je n'ai pas assez d'azote et de phosphore pour faire pousser ma plante. Okay. Et après, peut-être, on peut parler aussi des animaux. Donc, dans le modèle, les animaux, comme la question aussi derrière le bio, c'est en fait, est-ce que c'est possible ? On dit souvent, est-ce que c'est possible de nourrir tout le monde en bio ? Alors nous, on ne répond pas à cette question. Elle a plein de dimensions agronomiques, économiques, sociales, etc. Nous, on la traite que d'un point de vue agronomique. Ouais. Donc, on essaie de se dire, est-ce que finalement, la production alimentaire, elle pourrait être égale à la demande ? Est-ce que c'est possible d'avoir ça ? Or, les animaux, aujourd'hui, il faut se dire qu'à l'échelle mondiale, ils consomment 40% des grains produits. Donc, en fait, ils sont en compétition énorme avec l'alimentation humaine. Donc, à un moment, si on veut massifier la bio, forcément, il y a plein d'études qui le montrent, il va falloir réduire les animaux.
Ok. Donc comme nous, on ne sait pas exactement comment il faut les réduire, voilà, le fait de choisir le nombre d'animaux, ça impose quand même une contrainte très forte. Mhm. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que le modèle, il nous calcule le nombre d'animaux optimal qu'il faut Ok. pour maximiser la production de nourriture pour les humains. Et donc, du coup, est-ce que tu as une idée de quelle était cette baisse de l'élevage par rapport à aujourd'hui Ah dans oui. cet optimum? Dans cet optimum, alors nous, dans nos scénarios, les monogastriques, donc c'est-à-dire les cochons et les poulets, Mhm. donc c'est ceux qui mangent du grain, ils ont un estomac comme nous, eux, ils réduisent de 90%. Ah oui. Parce qu'en fait, ils sont directement en compétition avec les humains. Ils Ok. mangent des choses que nous, on pourrait manger. Et si on donnait ces grains directement aux humains, on aurait plus de monde. Mhm. Donc, ils ne sont pas hyper intéressants d'un point de vue recyclage des flux de matière, etc. Ok. À l'inverse, les ruminants, donc c'est-à-dire les vaches, les chèvres et les moutons, Mhm. ils baissent seulement de moitié. D'accord. Eux, ils ont un rôle qui est quand même pas mal plus important parce qu'ils sont capables de valoriser des biomasses que nous, on ne peut pas manger, donc de l'herbe notamment. Ouais. Et en mangeant de l'herbe, ils permettent aussi de transférer la fertilité, donc c'est-à-dire soit de l'azote qui a été fixé par des légumineuses dans la prairie, soit du phosphore qui a été prélevé par la prairie en Mhm. poussant, vers un blé, par exemple. Ok. Oui, donc c'est quand même intense la Donc réduction. c'est une réduction qui est très forte. Peut-être juste un élément pour comprendre ce que ça fait. Dans les résultats, mais on va peut-être en reparler après, quand on passe 100% en bio, on a une baisse de la production des terres cultivées de moitié. Mais Ok. grâce au fait de réduire les animaux et de remettre Mhm. pile le nombre d'animaux qu'il faut, on réduit la production pour les humains que de 35%. D'accord. Donc en fait, le fait de jouer sur l'élevage, ça permet quand même ok, on réduit beaucoup la production totale des terres cultivées, mais finalement, la diminution pour l'humain, elle est quand même, elle est tamponnée, elle est moindre. Parce que du coup, dans ce modèle, la surface agricole totale, elle ne change pas. Oui. Et Alors on travaille. c'est juste l'usage des terres qui change du coup. L'usage des terres change. Ouais. D'accord. Ok. Et alors du coup, quels ont été les résultats quel impact du coup, tu en as un peu parlé sur la production agricole si on se projette à court terme, moyen, long terme. Ouais. Alors en fait, donc sur le très court terme, donc imaginons, c'est un exercice vraiment qu'on fait, on dit on passe tout en bio demain. Mhm. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une baisse de... Alors, donc c'est ce que je disais, on observe une baisse de la production. Alors, peut-être 50%, que j'ai un peu exagéré, peut-être 40% Mhm. dès la première année, parce que en fait, on va avoir une très forte limitation par l'azote. Ok. Donc là, le phosphore La première année, le phosphore, il limite pas, parce que il y a pas mal de sols qui sont déjà plutôt bien pourvus en phosphore. Mhm. Et en plus, comme on a la limitation forte par l'azote, la demande en phosphore des plantes, elle baisse. Oui. Parce que comme la production, elle baisse, du coup, les plantes, elles ont besoin de moins. Ok. Donc du coup, ces deux facteurs combinés, ça fait qu'à l'échelle mondiale, la première année, on n'a pas tant l'effet du phosphore que ça. Ok. Et puis au cours du temps, donc nous on a fait les simulations pendant 100 ans. Ouais. Donc chaque année, on refait le calcul, on recalcule le phosphore dans le sol, etc. Et on observe, c'est l'hypothèse qu'on avait faite au début qui se vérifie, qu'on appauvrit au fur et à mesure les sols en phosphore. Mhm. Donc après 100 ans, on a une baisse du phosphore disponible dans les sols agricoles à l'échelle mondiale de 60%. D'accord. Et une baisse associée supplémentaire de la production de 12%. Ok. Donc on a un effet du phosphore qui arrive au cours du temps, donc de façon progressive, qui impacte quand même, au bout de 100 ans, il y a quand même un impact important sur la production agricole, et un impact qui va être différent en fonction des grandes régions du monde. Donc ce qu'on a observé, c'est que la limitation par le phosphore, elle est forte là où, soit j'ai beaucoup de légumineuses dans les rotations, parce que quand j'ai beaucoup de légumineuses, je suis moins limitée par l'azote, donc j'ai des rendements un peu plus élevés. Ok. Donc j'ai une demande en phosphore un peu plus élevée. Mhm. Donc j'appauvris plus vite mes sols. Mhm. Ou alors des endroits où j'avais du phosphore disponible dans mon sol très faible, donc j'ai presque pas de stock, Mhm. donc très vite en fait je vais être limitée. Ou bien des endroits où on a des niveaux de production qui sont très élevés. D'accord. Voilà. Ok. Donc, bon, du coup, ces résultats, ils montrent qu'il y a effectivement une perte en phosphore au fil des années. Et donc, c'est une question qu'il va falloir se poser d'anticipation, de réapprovisionner finalement en phosphore, enfin, en tout cas en agriculture biologique. Donc, de réapprovisionner ces sols en agriculture biologique par un autre moyen que juste le recyclage que l'on fait actuel avec les matières organiques des animaux. Alors, quelles ont été du coup tes recommandations, si tu en as fait dans ta thèse, justement pour anticiper cette perte-là et trouver peut-être d'autres sources de phosphore?
Alors, les recommandations, il y avait des... Donc, la première recommandation, c'est peut-être la nécessité de recoupler sur le enfin, localement les cultures et les élevages. Ok. Donc, dans nos simulations, comme pour le phosphore, on a besoin de le faire circuler entre les prairies, les cultures, etc. On a besoin en fait d'avoir des animaux un peu partout pour permettre ce transfert de fertilité des prairies vers les cultures. Ce qui n'est pas Ce qui plus n'est trop pas, le cas aujourd'hui. ce qui n'est pas. Alors, on va parler pour la France, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on a des régions qui sont ultra spécialisées, la Bretagne ultra spécialisée dans l'élevage, la Beauce ultra spécialisée dans les céréales. Donc, on a un découplage énorme entre production céréalière et production animale. Ok. Et donc, nous, première recommandation dans nos scénarios, mais c'est tous ceux qui travaillent sur le bouclage des cycles des nutriments, ils arrivent à cette conclusion qu'on a besoin de relocaliser les élevages un peu partout sur le territoire. Ok. Et la deuxième recommandation, c'est la nécessité de recycler tous les flux, notamment les flux d'éjection humaine, quoi. Ok. Parce que ça représente, cumulé au cours du temps, ça représente des pertes qui sont importantes. Or, si on se projette dans une situation, soit où on passe en bio, donc on n'a plus le droit d'utiliser les engrais minéraux phosphatés, mais on peut imaginer d'autres scénarios. On a des enjeux géopolitiques avec des pays dans le monde, ou bien le prix du phosphore il augmente énormément. Nous, il faut bien se dire qu'en France, on est complètement dépendant de l'achat de ces matières de l'extérieur. Donc on pourrait imaginer plein de raisons qui font qu'on ne peut plus utiliser ces engrais. Si on n'a plus ces apports d'engrais extérieurs, en fait, on a dit qu'on a une perte. Pour limiter cette perte, le mieux on limite la perte, le moins on vide les sols, quoi. Donc, il y a un enjeu de recycler les urines, les fesses humaines, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des projets de recherche actuellement sur ce sujet pour recycler l'éjection humaine ? Il y a le projet Okapi. Ok. Ça vaut le coup d'aller écouter. Je pense qu'il y a plein de podcasts qui existent sur ce projet de recherche qui travaillent sur le recyclage de ces matières en agriculture. Ok, donc c'est un sujet actuel. Oui. C'est pas juste un vieux. Ok. Alors peut-être un autre élément, c'est un petit point d'intention sur les prairies en bio. Donc ça, c'est peut-être plus à destination des agriculteurs ou des conseillers techniques. Comme je l'ai dit, les prairies, ça peut être une source de... Je prélève la fertilité dans les prairies parce que, par exemple, je fauche ma prairie, l'herbe, je la donne à des animaux, je récupère leurs effluents, je le mets sur un blé. Okay. Donc là, j'ai un transfert net. Donc pour l'azote, c'est pas forcément dramatique parce que si je mets des légumineuses dans ma prairie, j'ai de l'azote qui peut retourner dans ma prairie. On va dire que j'ai un flux extérieur d'apport d'azote dans ma prairie. Par contre, pour le phosphore, si je fertilise jamais ma prairie, je fais que pomper du phosphore, pomper du phosphore, pomper du phosphore. Et donc, au bout d'un moment, je vais sérieusement perdre en fertilité dans ma prairie. Okay. Et lorsque j'ai plus de fertilité et que j'ai pas d'engrais minéraux phosphatés disponibles, là, je suis vraiment embêtée pour reconstituer mon stock. Nous, on a une volonté spécifique dans la chaire, c'est de faire le lien entre le monde professionnel et le monde de la recherche. Est-ce que tu as pu présenter tes travaux au monde agricole et quel retour tu as pu en avoir ? Alors, j'ai eu l'occasion de présenter mon travail au Salon de l'Agriculture, par exemple. Je pense que c'était il y a 2 ans. Et les retours que j'ai eus, c'était plutôt des réactions sur la diminution des effectifs animaux. Oui. Il y avait quelqu'un d'une coopérative porcine, quoi, qui n'avait pas été très content d'apprendre que notre scénario, on réduisait les effectifs de porc de 80%, même de 90%, ce que je peux comprendre. Voilà, mais sinon, globalement, ça intéresse... j'ai l'impression que la question du phosphore, ça intéresse quand même pas mal les acteurs du monde professionnel. Et c'est ce qui est intéressant, parce que c'est aussi des questions qui nécessitent de penser un peu le temps long. Et donc, je trouve ça bien qu'on arrive quand même à se projeter malgré, on va dire, les crises à répétition, etc., sur des questionnements de temps long, parce que c'est exactement le cas du phosphore. Il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans notre modèle, et je pense qu'il est quand même important, c'est l'effet starter. Donc, c'est-à-dire que nous, ce qu'on compare quand on a notre modèle de prélèvement de phosphore dans le sol, c'est la demande de la plante sur tout son cycle, sur l'année, avec la disponibilité dans le sol. Or, et du coup, la disponibilité dans le sol, elle est plutôt élevée. J'ai dit que c'était 200 kg de phosphore par hectare. Donc, si la plante, elle prélève, je sais plus, on va dire 20 kg de phosphore par hectare, il y a largement assez. Donc, nous, on dit, c'est bon, il y a assez, elle peut prélever, elle atteint son rendement max, modulo les ravageurs, etc.
Mais dans la vraie vie, une petite plantule qui se développe, comme on a dit, elle a des petites racines, et c'est par les racines qu'on absorbe le phosphore, très localement. Et donc, on peut avoir des effets de limitation au début de la croissance de la plante, même si le stock de phosphore disponible dans le sol, il est élevé. Okay. Et ça explique qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui appliquent du phosphore, ce qui s'appelle en effet starter, c'est-à-dire vraiment au début de la croissance de la plante, pour booster la croissance de la plante en lui apportant du phosphore disponible tout de suite en début de cycle. D'accord. Voilà, donc c'est une petite nuance quand je dis qu'il y a beaucoup de phosphore dans le sol et que du coup on a quelques années, même si on n'utilise plus de phosphore pendant quelques années, c'est pas très grave. C'est modulo cet effet impact en début de cycle qui pourrait réduire un peu le rendement, quoi. Alors du coup, si tu devais résumer les principaux enseignements de ce travail, donc notamment pour le monde professionnel, ce serait quoi en quelques phrases ? Alors, peut-être je peux commencer général et après avoir aller finir sur le phosphore. Donc, de manière générale, les recommandations, c'est que la massification de l'agriculture biologique, même malgré tous les efforts qu'on peut faire, ça va entraîner des baisses de rendement. Ces baisses de rendement, elles ne sont pas forcément une fatalité en soi, en tout cas d'un point de vue alignement entre production et demande, parce qu'on n'a pas vraiment discuté, mais on a des leviers du côté de la demande alimentaire pour la réduire. Réduire le gaspillage alimentaire, ça permet de nourrir la même quantité de personnes en ayant à produire moins. Donc on va dire qu'il y a la question de développer massivement la bio. Ça veut dire accepter de produire un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément affamer tout le monde, parce qu'il y a des leviers du côté de la demande. Ça veut dire aussi repenser un peu l'organisation des systèmes agricoles. Toutes les études elles sont d'accord sur le fait qu'il faut, si on veut développer la bio, il faut plus de légumineuses. Donc ça veut dire, techniquement, ça veut dire pour les agriculteurs, ça peut être s'approprier de nouvelles techniques, peut-être repenser un peu ses façons de travailler. Et du point de vue de la consommation, ça peut être changer ses régimes alimentaires, manger plus de lentilles, de pois chiches, etc. Donc ça, c'est la question du végétal, quoi. Quelle culture on met en place. Il y a la question de l'animal. Dans la grande majorité des scénarios bio, c'est Noélie Borghigno qui avait fait une méta-analyse là-dessus. On a une réduction des effectifs animaux. Si on veut développer la bio, en fait, on a besoin de réduire la compétition entre les animaux et les humains sur la consommation des grains, du blé, du maïs, etc. Et donc ça, en fait, il y a une nécessité de réduire les effectifs animaux. Alors tout le monde ne s'accorde pas exactement sur le degré de réduction, mais en tout cas, cette réduction-là, elle est quand même elle est partagée par tout le monde. Okay. Et il y a aussi la nécessité de relocaliser, on en a parlé, les animaux et les cultures à proximité. Donc ça, c'est un changement énorme, parce que ça veut dire réorganiser toutes les filières. Donc là, il y a quand même du travail là-dessus. Voilà. Et ensuite, plus en lien avec le phosphore, il y a un enjeu de recyclage. Recycler les effluents des humains. Là, pareil, il y a du boulot. Il y a du boulot à la fois technique aussi. Il y a des enjeux d'acceptabilité sociale. Donc, on va dire, ça se joue sur plein de tableaux différents. Mais en tout cas, si on veut penser la durabilité long terme de l'agriculture biologique, ça impose de favoriser ce recyclage. Ok. Merci. Donc, tu as soutenu ta thèse il y a bientôt 2 ans. Alors, sur quoi tu travailles aujourd'hui ? Est-ce que tu travailles sur les mêmes thématiques ? Alors, j'essaie un peu de finaliser mes travaux de thèse. Ça prend un peu de temps de publier les articles, donc je suis toujours un peu le pied là-dedans. J'ai aussi travaillé sur... j'ai parlé pas mal des transferts de fertilité entre les prairies et les cultures. Donc, mon dernier chapitre de thèse, c'était sur essayer de quantifier ces transferts. Okay. Parce qu'en fait, il y a peu d'études là-dessus. On dit tout le temps, on transfère la fertilité, mais en pratique, on ne sait pas trop en quelle quantité, c'est quel système qui favorise ces transferts ou pas. Donc, j'ai eu tout un travail de recherche là-dessus. Et là, je travaille aussi un peu sur la question des conflits d'usage pour la biomasse entre usage alimentation humaine, alimentation animale et usage énergétique. Parce qu'on a un essor on attend de plus en plus du monde agricole de contribuer à la transition énergétique en fournissant des biomasses pour la production d'énergie, que ce soit les biocarburants, mais aussi les cultures intermédiaires à vocation énergétique, par exemple pour la production de biogaz, les résidus de culture aussi pour la production de biogaz. Voilà. Et donc la question un peu, c'est de se dire, est-ce que c'est possible ? Moi, la question qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on peut augmenter la production de bioénergie tout en ayant une transition agroécologique ? Ok. Super, à suivre alors. À suivre. Donc tu es revenu finalement sur des sujets un peu plus en lien avec tes études sur les sujets énergétiques. Tu as fait le lien entre les deux. C'est ça, ouais.
Eh ben, merci beaucoup Joséphine pour cet échange. Et ben avec plaisir, Kim. Si vous voulez aller plus loin ou retrouver le travail de Joséphine, toutes les informations nécessaires sont sur la page de l'épisode. Et pour vos questions, vous pouvez bien sûr contacter directement l'équipe de la chaire agriculture biologique par mail, LinkedIn ou Instagram. À bientôt!